Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir le président de la Chambre de commerce, M. Philippe Joc. On va poser certaines questions, nous allons débattre. On va surtout l'écouter pour comprendre. Parce qu'en écoutant, peut apparaître quelque chose de nouveau, un nouveau élément. M. Joc, tout le plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour. Le plaisir partagé. Bonjour à vous, Florent. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je suis toujours très heureux de répondre aux invitations, d'écouter pour comprendre. Ce sont des moments d'échange intéressants qui nous permettent de faire passer des messages, notamment sur la situation de notre territoire et du point de vue économique. Et je suis toujours disponible pour ces actions d'information. Et vous êtes la personne référente. Une des personnes référentes. Nous sommes nombreux à pouvoir porter ces messages à caractère économique, mais j'ai l'ambition avec l'équipe de la Chambre de commerce, avec l'observatoire dont nous disposons, de faire passer des informations sur la situation économique, sur l'évolution, à côté de ce que nous donne déjà l'Institut d'émission ou l'INSEE, des focus plus précis sur un certain secteur d'activité. Président, nous n'avons jamais connu cette période. Une période aussi, je dirais, catastrophique économiquement. Oui, c'est vrai que la Martinique connaît une situation économique difficile parce que l'un des moteurs de l'économie martiniquaise, c'est la consommation. Et cette consommation, elle est en recul depuis plusieurs trimestres, depuis le début de la période inflationniste. Et donc, quand vous avez un des moteurs du développement qui ne fonctionne pas, c'est toujours un peu compliqué. C'est une manière de dire nous roulons les 3 cylindres. Ou des cylindres même, peut-être. Peut-être que nous passons à sous des cylindres, nous pas même vrai. Ou vraiment 2 chevaux. Voilà, et un chevalet demi peut-être. Donc on a ce problème de recul de la consommation qui met en retrait un certain nombre d'activités. Et puis un chiffre qui est un chiffre de préoccupation, même si on peut l'expliquer. Nous avons une augmentation de plus de 90% des défaillances d'entreprises. Quand je dis défaillances d'entreprises, je parle des procédures judiciaires, qu'il s'agisse de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Et je voudrais donner, pas un chiffre, mais 2. Les liquidations judiciaires, nous avons 332 liquidations judiciaires pour l'année 2023. C'est 90% de plus qu'en 2022. Et nous avons en redressement judiciaire 133 redressements judiciaires, soit 87% de plus que l'année dernière. Donc 465 en 2023 contre 250 en 2022. C'est dire que les entreprises connaissent des difficultés, même si on a beaucoup de création d'entreprises, parce qu'il faut aussi noter cette volonté des Martiniquais de continuer à créer de l'entreprise. Mais ces défaillances, on les explique par plusieurs causes. Premièrement, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Donc nous avions pendant un temps des aides pour le chômage partiel, des aides diverses, notamment les prêts garantis par l'État qui n'étaient pas des aides qu'il faut commencer à rembourser. Nous avions des reports de paiement de cotisation de la Caisse générale de sécurité sociale. Et depuis 2023, tout ça s'est terminé. Il faut rembourser les prêts garantis par l'État et il faut recommencer à payer les cotisations sociales. Et donc, un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà en difficulté se sont vues acculées à la liquidation au redressement judiciaire. Et c'est vrai que parmi ces 465 entreprises en procédure collective, nous avions peut-être une centaine qui étaient des entreprises que je qualifierais de zombies. Elles étaient déjà en difficulté et elles ont bénéficié du prêt garanti par l'État et ça a retardé l'échéance. Mais nous avions quand même un nombre conséquent d'entreprises qui sont aujourd'hui victimes de cette crise Covid, de cette sortie Covid, qui a été beaucoup plus lente. Et puis l'autre élément qui explique ces défaillances d'entreprises, ce sont les difficultés de trésorerie qui sont pour une grande partie d'entre elles, et singulièrement celles qui sont du secteur du BTP, qui sont la conséquence des délais de paiement des collectivités locales. Chaque fois que vous m'invitez, nous parlons de ces délais, nous parlons des pistes pour réduire ces délais de paiement. Force est de constater que rien ne bouge. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sur des délais moyens de paiement des collectivités locales qui sont autour de 90 jours, quand la loi prévoit 30 jours. Et ces délais moyens cachent de grandes disparités.
vous avez une ou deux communes qui payent à 20-30 jours, l'État qui paye à 18 jours, puis vous avez de nombreuses communes, vous avez la collectivité territoriale de Martinique qui explique ces retards de paiement par la cyberattaque. Personnellement, je pense qu'il y a un problème. C'était pas avant ce chiffre-là. Il y a un problème structurel de circuit de paiement, enfin de gestion des commandes, des factures et des paiements. La collectivité est sur un délai qui est plutôt trop élevé, qui est très élevé. Et puis vous avez le CHU qui a des délais qui sont exorbitants. Donc, quand vous combinez le remboursement du prêt garanti par l'État, la fin des moratoires de la Caisse générale de sécurité sociale, les retards de paiement des collectivités, ça vous donne un cocktail assez détonnant. Et ce cocktail qui concerne les entreprises concerne aussi les associations, parce que nombre d'entre elles se plaignent des retards de paiement des subventions de fonctionnement. Donc nous avons mis en place à la Chambre de commerce et d'industrie depuis de nombreuses années un centre de prévention des difficultés des entreprises qui se réunit le jeudi à la Chambre, et on voit un nombre croissant de chefs d'entreprise qui viennent préoccupés, parce que souvent c'est la remise en question de toute une vie. Et donc nous sommes attachés à les accompagner, à faire en sorte qu'on limite la casse, mais la casse est conséquente. Et derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur emploi. Je ne parle pas seulement du chef d'entreprise, mais les salariés que ça représente. Et pour nous, c'est une source de préoccupation. Il faut impérativement travailler à mieux structurer le financement des entreprises martiniquaises, avec la mise en place de sociétés de capital développement, avec des accompagnements quand ils sont nécessaires qui doivent arriver dans des délais raisonnables. Nombre d'entreprises obtiennent des subventions, elles sont liquidées avant même d'avoir signé la convention, et là, ce n'est pas acceptable. Mais je pense et j'espère que la prise de conscience sera partagée par tous, et que tout le monde ira dans le même sens, tout le monde fera en sorte que l'on assainisse la situation avec des entreprises qui n'ont plus de raison d'exister, et qu'on conserve et qu'on fasse en sorte que celles qui demeurent continuent à se développer. Président, en dehors de tout ça, nous constatons une chose, c'est que pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, la fin du mois, c'est le 10. À partir du 10, il n'y a plus un centime au foyer. Donc tout ça, finalement, un jour, va nous exploser au visage. Très clairement, vous posez la question du pouvoir d'achat des Martiniquais, et singulièrement de ceux qui en ont le moins. Je rappelle ce chiffre, qui est un chiffre qui doit nous interpeller tous. 30% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour cela, la fin du mois, elle est très proche. Et donc, il faut travailler à la fois sur la problématique des prix, mais aussi sur la question du pouvoir d'achat, enfin des revenus. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Il faut travailler sur la baisse des prix. On parlera certainement de la réforme annoncée de l'octroi de mer et de son impact éventuel sur la baisse des prix. Mais il faut aussi travailler sur les revenus. Donc, moi, je crois que pour qu'on augmente les revenus des Martiniquais, il faut donner plus de travail. Et donc, il faut plus de visibilité aux acteurs pour qu'ils aient confiance dans l'avenir. Parce que l'économie, c'est quelque chose de pas toujours très rationnel. Mais il y a un fondement qui est partagé par tous les économistes. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Et la vraie question, c'est quelle confiance nous pouvons avoir dans le développement économique de notre territoire, quelle confiance nous pouvons avoir dans ceux qui sont en charge d'initier ces politiques de développement. Et donc, il faut vraiment qu'ensemble, on se dise comment nous allons avancer vers une Martinique moins inégalitaire. Et c'est un sujet qui doit nous occuper tous. Mais le pouvoir d'achat, c'est une vraie préoccupation, et ça s'est accentué avec l'inflation. On a connu une inflation de l'ordre de 3,7% en 2023, inférieure à l'inflation hexagonale qui est à 4,7 ou à 5. Mais c'est vrai que les prix ont sacrément augmenté. Et on est toujours sur des moyennes. Là aussi, les produits alimentaires de première nécessité ont beaucoup plus augmenté. Et si on veut travailler sur la problématique de la vie chère,
Mais il faut s'attaquer aussi à la problématique des prix, de la formation des prix. Président, quand nous regardons tous les mardis, il y a l'enterrement des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à arriver au tribunal mixte de commerce. Liquidation. Terminé. Bon. Maintenant, nous constatons une chose. Ça fait des années que nous en parlons. Ça fait des années. Ils sont toujours à la case départ. Sinon pire. Vous parlez de quoi? La Martinique. Ça fait des années que tout le monde en parle. La commande publique, l'histoire du Quai des Prix, les marchés anormalement bas, les délais de paiement, tout ça. Et finalement, on est toujours à la case départ, on n'avance pas. Alors, sur la commande publique, qui est la locomotive de notre économie. On se focalise beaucoup sur la commande publique du secteur du BTP, et on a raison, parce qu'il y a un adage populaire que nous connaissons tous, quand le bâtiment va, tout va. Il faut dire que sur cette commande publique relative au secteur du bâtiment, ce que les acteurs du secteur reprochent, c'est l'absence de programmation et de visibilité sur les chantiers qui vont démarrer. Nous avons entendu la collectivité dans un programme d'investissement assez important qui doit donner de l'espoir et de l'espoir à moyen terme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les 2 années qui viennent, le temps que les études sur les grands chantiers aboutissent, que les marchés soient lancés et qu'on ne soit pas, comme vous l'indiquiez avec le sourire, dans le qui dernier prix haut. Et donc, il faut que sur cette commande publique du secteur du bâtiment, il y ait plus de visibilité. L'État a imposé aux bailleurs sociaux de programmer et d'annoncer des chiffres qui sont assez conséquents, puisqu'on parle de 600 millions d'euros sur les 10 prochaines années. Un chiffre qui doit permettre de relancer à la fois la construction de logements sociaux, mais aussi la rénovation et l'adaptation de ces logements sociaux aux personnes âgées. Il y a à réfléchir aux investissements annoncés par la collectivité territoriale de Martinique. Je crois comprendre qu'il y a bientôt l'échangeur de Mangoville 5 qui sera lancé, mais il faut plus de visibilité aux acteurs. Il y a une bonne nouvelle, puisque les travaux sur le port vont être lancés. Vous savez qu'il y a un programme d'investissement assez conséquent sur le port, dont 70 millions qui sont fléchés vers l'allongement des quais. Et donc, c'est de la commande publique, c'est de la commande du secteur du BTP. Mais 70 millions, ça ne fait pas vivre l'ensemble des acteurs. Il faut, je pense, aussi sortir de l'idée que les travaux doivent concerner essentiellement des travaux routiers. Je pense que nous devons réfléchir à des problématiques de mobilité douce, de mobilité différente. Et donc, c'est mon point de vue personnel, c'est pas celui de la Chambre de commerce et d'industrie, mais plus on fera de routes, plus on mettra des voitures dessus, et plus nous serons engorgés. Donc il faut réfléchir aussi à une mobilité douce, à une mobilité partagée, à des moyens de déplacement qui soient plus écologiques. À propos d'écologie, nous avons un gros chantier qui tarde à venir par rapport à l'élévation du niveau de la mer lié au réchauffement climatique. Nous avons 25 communes du littoral impactées dans la zone basse par la rentrée des eaux. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, parce que monsieur le professeur Safache le répète à longueur de journée, avec des arguments scientifiques et des projections qui font froid dans le dos, mais qui sont malheureusement ce qui nous attend. Et donc il faut là aussi, et on peut saluer l'initiative qui a été prise au prêcheur de déplacer le centre, une partie du centre-bourg du prêcheur vers les hauteurs. C'est un travail que l'ensemble des collectivités concernées devraient engager. Alors moi je suis tranquille, je suis là, je joue pas bouillon, la mer est montée, même si le niveau a monté, même si le niveau de la mer a monté, et puis le changement climatique là, nous à l'abri la joue pas. Mais bon, alors, ça ne va pas empêcher nous d'être solidaires de ces autres-là. Alors la question que je pose, faut-il attendre que la mer arrive sur le parvis de l'église du Gaumont, qui est à 220 mètres d'altitude, pour que demain matin nous commencions à réfléchir? Et c'est ça le drame, le manque de réflexion et le manque d'anticipation. Et le bricolage permanent. Alors,
Je pense que vous revenez vous m'amenez à parler de sujets qui m'animent et qui m'occupent en permanence. Comment, ensemble, acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs sociaux, la société civile, on peut s'arrêter, enfin, je dis sociaux, c'est société civile, comment on peut s'arrêter et prendre le temps de nous projeter à 10, à 20 ans. Quelle Martinique nous souhaitons? Qu'est-ce que nous voulons mettre en avant? Quels sont les secteurs que nous souhaitons développer? Et comment nous y allons surtout? C'est pas simplement de dire on fera du tourisme patrimonial et du tourisme vert. Moi, j'ai en souvenir les 40 et quelques sentiers botaniques ou de randonnée de Martinique qui sont aujourd'hui à l'abandon. Donc si on fait du tourisme vert, comment est-ce qu'on programme la rénovation de ces sentiers? Comment on en fait des chantiers écoles, des chantiers d'insertion? Et comment on forme des guides? Comment on forme des acteurs pour que l'on fasse ce virage vers le tourisme vert? Comment nous allons réfléchir collectivement au passage aux véhicules électriques? Nous sommes sur un territoire non interconnecté. Donc si demain tous les Martiniquais achètent des véhicules électriques comme on nous incite à le faire, le réseau ne sera pas en capacité de répondre à la demande. Comment on anticipe et comment on prévoit cette transition? Ce sont des sujets qui nécessiteraient que l'ensemble des acteurs soient réunis. Comment est-ce qu'on utilise l'avantage concurrentiel que nous avons en matière de construction parasismique et anticyclonique pour en faire une force et un sujet d'exportation? Oui. Parce qu'on est toujours dans une réflexion sur l'exportation de biens matériels. Peut-être faut-il se dire qu'aujourd'hui, avec les moyens numériques, avec les moyens de communication, on peut vendre notre savoir-faire et nos compétences. Et le faire savoir. Dans l'ensemble du monde. En parasismique et anticyclonique, on intéressera beaucoup de monde. En transition énergétique, en énergie renouvelable, en accompagnant les entreprises locales et en structurant ces filières et en disant à nos jeunes, allez vous former sur ces métiers parce que nous en avons fait le fer de lance de notre développement, mais peut-être que nous pourrons exporter chez nos voisins de la Caraïbe et au-delà nos compétences. Il faut, si on veut vraiment que la Martinique décolle, il faut qu'ensemble, on définisse les secteurs, les priorités. Et ça, je le dis avec un peu de regret. Il y a plus de 30 ans, la Chambre de commerce et d'industrie, à l'initiative de son président de l'époque, Marcel Ozna, avait travaillé sur un document qui a été publié, qui s'appelait Confluence. Quand je relis Confluence aujourd'hui, les constats qui étaient faits il y a 30 ans sont les mêmes. Et les solutions qui étaient proposées par Confluence n'ont pas été mises en œuvre. Donc il faut arrêter de travailler d'un côté les politiques, que je respecte parce qu'ils ont l'onction du suffrage universel et que les Martiniquais les ont choisis, de l'autre les acteurs économiques qui sont considérés par les politiques et par une grande partie de la population comme des profiteurs, ce qui ne sont pas. Ils sont au service du développement économique. Et quand on développe, on crée de l'emploi. La finalité de tout ça, c'est de réduire le niveau de chômage de notre territoire. Alors il a baissé. Alors tout le monde se dit, en effort, on a baissé le niveau de chômage. On l'a baissé de façon artificielle. Nos jeunes sont partis. Donc ils ne sont plus inscrits à France Travail. Mais globalement, même si le secteur commercial crée de l'emploi et qu'il a du mal sur certains postes à couvrir, il y a ce problème à régler. Et le deuxième sujet de préoccupation, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais en tout cas c'est un sujet de préoccupation, c'est la démographie. Quand nous serons 260 000 Martiniquais avec une économie qui est tirée par la consommation, on disparaîtra. Manifestement. Mais vous avez oublié le principal. La restructuration intégrale du réseau d'eau. Ça, c'est un sujet que vous portez qui est énorme. Avec Puma, avec beaucoup de constance et de persévérance depuis longtemps. Oui, il y a, à mon avis, plus de 100 millions de travaux à programmer pour faire en sorte que l'eau, qui est une denrée rare, une denrée qu'on nous envie et dont nous avons fort heureusement une quantité suffisante, mais qu'on ne la perde pas dans les réseaux. Non seulement qu'on ne la perde pas dans le réseau, mais que le réseau soit entièrement sorti, compte tenu du fait qu'il y a un biofilm qui s'est installé à l'intérieur chimique, qui revient au robinet.
Là, l'opportunité, nous l'avons encore. L'État reconnaît, il y a une loi qui est sortie pour permettre à l'État de reconnaître sa responsabilité. On devrait saisir cette opportunité pour faire le nécessaire, qu'on donne un filtre à chaque foyer, au robinet, mais aussi qu'on mette en œuvre la réparation de tout ça. Oui, alors, et c'est un gros chantier. Alors, vous savez qu'en Martinique, on a toujours une bonne raison de ne pas faire et une bonne raison d'attendre pour faire. Aujourd'hui, de ce que je comprends des débats des uns et des autres, on attend l'autorité unique de l'eau. Mais l'autorité unique qui va nous emmener où? Non, mais c'est peut-être intellectuellement une bonne idée. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre pour commencer des travaux qui sont importants et essentiels? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Ce que je sais et ce que vous avez rappelé, c'est qu'il y a un chantier à mener rapidement si on ne veut pas se retrouver dans la situation de nos amis de la Guadeloupe avec des tours d'eau. Oui. Et chaque fois, ou de Mayotte. Chaque fois que vous voulez développer une activité touristique, vous vous dites, est-ce que je peux le faire? Parce que est-ce que j'aurai de l'eau pour mes clients à l'hôtel? Et donc là aussi, ça reboucle avec ce que nous disions sur le développement économique et sur le tourisme qui peut être un vecteur de développement. Ben, s'il n'y a pas d'eau de façon régulière, de façon pérenne et à un coût raisonnable, on n'y arrivera pas. Parmi ces chantiers, il y a un chantier qui nous prend au nez, là, qui arrive, l'octroi de mer. Il arrivera un jour où il sera clairement dit, plus l'octroi de mer. Alors, je ne sais pas s'il faut aller vers la suppression de l'octroi de mer. Une chose est certaine, le gouvernement, par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a clairement annoncé la réforme de l'octroi de mer. Est-ce que de réforme, on passera à suppression? Est-ce que d'une réforme, on se contentera d'ajustement? Je n'en sais rien. Une chose est certaine, le statu quo n'est plus tenable. Maintenir l'octroi de mer en l'état n'est pas tenable. Et je vais essayer d'expliquer en quoi ce n'est pas tenable. Et quels sont les impératifs d'une réforme réussie? Alors, l'octroi de mer a plusieurs fonctions. Des fonctions historiques qui étaient d'assurer le financement des collectivités, principalement les communes. Et à cette fonction initiale, on a rajouté une fonction de développement économique. Il y a environ 35 ans ou 40 ans, on a rajouté cette mission de développement des activités économiques. La mise en place des différentiels de taux, je vais essayer de ne pas être trop technique, la mise en place des différentiels de taux pour assurer la protection, plutôt la compensation des surcoûts de la production locale, a permis l'émergence d'une industrie locale. Et c'est vrai que grâce au dispositif, on est passé de 2% à 7 ou 8% d'industrie dans le produit intérieur brut de la Martinique. Mais force est de constater que depuis plus de 15 ans, on plafonne à 7%. Ça veut dire que le dispositif a été efficace pour contribuer au développement économique. Et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté parce que la théorie qui sous-tendait la mise en place de ce dispositif, c'est une théorie qui avait été appliquée au Brésil dans les années 70, de l'import-substitution. Je crois qu'on a à peu près substitué ce qu'on pouvait faire de façon facile et simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut revoir le dispositif de protection ou de compensation des surcoûts de la production locale. L'octroi de mer a un effet sur les prix. Et toutes les taxes ont des effets sur les prix. L'octroi de mer a un effet sur les prix parce que c'est un élément qui participe de la formation du prix. Une marchandise arrive en Martinique. La base de l'octroi de mer, c'est le prix d'achat de la marchandise en France, l'assurance et le fret. Et vous payez, l'importateur paye l'octroi de mer sur le produit à son arrivée. Une fois qu'il a payé l'octroi de mer, il fait son prix de revient et il inclut cet octroi de mer dans son prix de revient. Donc il a une marge sur son coût de revient. Il est quasi impossible, de façon structurée, de sortir l'octroi de mer. Aujourd'hui, c'est un élément du coût de revient. Donc, ça participe de la vie chère. Alors, en moyenne, suivant les études, on est entre 4 et 7%.
C'est une moyenne. Et la moyenne cache, comme pour les délais de paiement, de fortes disparités. Sur les produits de première nécessité, vous arrivez facilement à 30% d'écart. Quand on sait que sur les produits alimentaires, on a 42% d'écart environ entre l'Hexagone et la Martinique, entre l'Hexagone et la Martinique, ben vous vous dites que si on faisait l'effort sur les produits de première nécessité, qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui n'ont pas beaucoup de prix, ben peut-être qu'on arriverait à réduire sur cette partie le prix. Donc, comment avancer sur ce sujet? Je pense qu'il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes qui sont à étudier. Mais à chaque fois, il faut mesurer l'impact socio-économique sur l'ensemble du territoire. On pourrait d'abord, sans faire de réforme, puisque la décision des taux appartient à la collectivité, sans faire de réforme, on pourrait appliquer ce qu'on appelle la péréquation des taux, c'est-à-dire baisser les taux sur les produits de première nécessité qui n'ont pas d'équivalent en production locale et les augmenter sur les produits non essentiels. Alors, si on met 1 point ou 1,5 point d'octroi de mer sur les véhicules de luxe, on en vendra toujours autant. Si on met 2 points sur les téléphones portables de luxe, on en mettra toujours autant. Si on met 2 points sur un certain nombre de produits, sur le champagne, on en vendra toujours autant. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir qui est locale sur la péréquation des taux. On peut déjà y aller. Ça fait longtemps que le syndicat de la grande distribution alimentaire en parle. Il semblerait que la collectivité se soit enfin saisie de cette idée, mais c'est un sujet, c'est une piste qui pourrait permettre de réduire déjà un certain nombre de prix. Il y a une deuxième piste qui peut être imaginée, qui est de réduire la base de l'octroi de mer en y enlevant l'assurance et le fret. Mais là se pose la question de la compensation pour les collectivités locales, qui en tirent une grande partie de leur budget. Il y a une troisième piste qui est celle évoquée par la Cour des comptes, qui a sorti un rapport récemment sur l'octroi de mer. Une troisième piste qui est de substituer à l'octroi de mer une TVA régionale. Le problème, de mon point de vue, c'est que cette TVA régionale n'est pas en capacité d'assurer la compensation des surcoûts pour la production locale. Donc il faudrait trouver un système d'aide directe qui permette de réduire les surcoûts de la production locale. Alors, si ça prend autant de temps que les subventions, c'est même pas la peine. Peut-être qu'on peut réfléchir à un crédit d'impôt qui serait imputable immédiatement. Il y a des pistes à examiner. Cette solution de la TVA a l'inconvénient de ne plus laisser d'autonomie fiscale aux collectivités, puisqu'aujourd'hui, elles ont encore la possibilité de fixer les taux et d'exonérer certains produits. Donc, la TVA, je pense que c'est une piste à examiner, mais dans le temps, et avec une condition qui est une condition impérative, c'est que les sommes soient effectivement réaffectées aux territoires sur lesquels cette TVA régionale serait collectée. Et on sait que l'État a tendance à fixer l'enveloppe, et puis quand elle peut, elle récupère et décide de l'affectation. Donc, c'est un sujet à manier avec précaution. Il y a une autre piste sur laquelle il faut aussi faire les études d'impact, qui serait, là aussi, de réduire les taux d'octroi de mer sur les produits courants, ou même sur un nombre important de produits, en contrepartie d'élargir aux services l'octroi de mer, que les services supportent l'octroi de mer. Alors certains disent « Ah, mais en fait, il n'y a que 15% du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation. » Ceux qui disent ça, ils oublient le premier décile des Martiniquais, ceux qui sont les 30% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour lesquels le budget alimentaire, ce n'est pas 15, mais c'est plutôt 60. Alors c'est vrai que si on passe à l'octroi de mer sur les services, ça va augmenter le coût de la téléphonie, ça va augmenter le coût des services bancaires, ça va augmenter ce nombre de coûts de services. Mais il faut se poser la question de savoir si notre priorité aujourd'hui, c'est cette partie de la population pour laquelle la fin du mois est comprise entre le 7 et le 10, ou si on se contente de raisonner sur des moyennes. Et les moyennes sont trompeuses. Président, pourquoi jusqu'à maintenant nous n'avons pas mis, pour le terme qui me vient, un club de réflexion, pour qu'on puisse avoir l'ensemble
des intéressés, interlocuteurs, pour qu'on puisse se fixer une fois pour toutes. Parce que pour l'instant, nous constatons une chose, tout le monde dans son coin admet qu'il y a un problème, mais le début de solution, nous ne le voyons pas. Il y a des territoires où ça existe, hein, où acteurs politiques, acteurs économiques se rencontrent. Ils font ça en Bretagne, ils font ça en Vendée. Ils se réunissent et pendant 6 ou 7 heures, ils échangent sur le territoire, les contraintes, les freins et les perspectives. Ça pourrait s'imaginer ici, mais je crois qu'il y a malheureusement dans notre territoire beaucoup d'opposition de personnes qui interdisent ou qui empêchent que ce soit efficace. Mais personnellement, en tout cas, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie le répètent à qui veut l'entendre. Nous sommes à la disposition des acteurs politiques pour réfléchir avec eux et chacun à sa place, dans le respect des responsabilités des uns et des autres, pour faire avancer ce territoire qui nous tient à cœur. D'ailleurs, je le rappelle toujours, à l'issue de la crise Covid, nous avions réuni plus d'une centaine d'acteurs économiques et nous avions produit une contribution pour le rebond de l'économie martiniquaise qui comportait un nombre conséquent de fiches projets qui auraient pu être des éléments de relance de l'activité économique en Martinique. Nous l'avons présenté à nos élus locaux, au gouvernement. Tout le monde l'a reçu avec politesse, mais nous n'en a fait qu'un. Là aussi, il y a d'autres éléments. Je prends l'exemple du fonctionnaire qui a des compétences, qui veut quitter la fonction publique et se mettre dans la voie, je dirais, grand public, du commerce, par exemple. Là, aujourd'hui, quels sont les freins? Je ne sais pas s'il y a des freins, parce qu'il y a quand même des fonctionnaires qui font le choix de l'entrepreneuriat. Et quand ils font ce choix-là, ils sont accompagnés par les chambres consulaires, singulièrement par la Chambre de commerce et d'industrie, si c'est pour monter un commerce. Ils sont accompagnés parce que nous croyons vraiment que l'emploi de demain, il est plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, quand il y a ces transferts, entre guillemets, nous sommes plutôt à leur écoute et à leur service. Alors, pourquoi ils ne partent pas souvent, je suppose que vous voulez parler des 40% et de la prime de vie chère. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le fait qu'il soit fonctionnaire, et il ne sait pas encore comment ça va démarrer, donc ce n'est pas possible pour lui d'avoir une activité secondaire. Donc, résultat des courses, ils ne sortent pas. Ils peuvent prendre des disponibilités pour créer leur entreprise. Hein. Il y a des dispositifs qui existent dans la fonction publique. Il y a des dispositifs de disponibilité qui sont limités dans le temps, mais ça vous permet de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et j'ai au fond le sentiment, quand on discute avec les jeunes, qu'il y a plus d'appétence pour l'entrepreneuriat que pour le fonctionnariat aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Et ça me permet de parler de ce que nous faisons à Skillfort Campus, qui est le centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait à la fois de la formation initiale, de la formation en apprentissage et de la formation continue, où nous avons près de 750 alternants. Ça fait de nous le premier centre de formation d'apprentis de Martinique, avec là aussi une insertion satisfaisante, parce que nous sommes en permanence à l'écoute des besoins du territoire et des besoins des chefs d'entreprise pour adapter nos formations. Et ça, c'est un vrai sujet. Vous avez aujourd'hui des entreprises martiniquaises qui ne trouvent pas de salariés parce que il n'y a pas eu d'anticipation sur les besoins, il n'y a pas eu d'anticipation sur la pyramide des âges qui est problématique. Et vous vous retrouvez avec des secteurs, des pans entiers de l'activité qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils font venir des gens d'ailleurs. D'Ukraine. Ou de moins loin. Oui. Mais, et nous nous retrouvons avec cette difficulté, parce que vous avez des jeunes Martiniquais qui ne sont pas formés ou qui sont inemployables et qui ne comprennent pas que les postes soient occupés par des gens venus d'ailleurs. Ça repose la question de l'éducation et de la formation. Et on ne va pas arriver à développer la Martinique si on ne reprend pas à la base ces problématiques d'éducation
et de formation. Vous avez, à la journée défense citoyenne, près de 30% des jeunes martiniquais considérés comme étant en difficulté de lecture et d'écriture. Je ne dis pas qu'ils sont illettrés, ils sont en difficulté de lecture et d'écriture. Ça veut dire qu'à terme, ce sont des gens qui sont inemployables. Et donc, se pose très clairement la question de l'efficacité du système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui et de la nécessité de l'adapter. Je pense qu'il faut avoir une conversation, une discussion avec l'État pour adapter l'éducation et les effectifs notamment à notre territoire. Ne pas avoir une vision comptable, vous perdez en démographie, donc on vous supprime des postes. Au contraire, nos jeunes gamins qui sont en difficulté, il faut que dans les classes de 6e et les classes de seconde, ces classes soient dédoublées avec des enseignants qui adaptent leur enseignement à ces dédoublements de classes. Et donc il faut travailler depuis la base. Si on ne travaille pas à la base, on n'y arrivera pas. Et je parle du CFA, où nous avons des jeunes qui viennent à la recherche d'un contrat d'apprentissage et qui n'arrivent pas à le trouver, bien qu'ils aient eu le bac, parce que nous avons un CFA post-bac. Mais souvent, il y a des problématiques de savoir-être. Et là aussi, je veux saluer le travail qui est fait par le RSMA, qui permet à ces jeunes de retrouver un peu de discipline, un peu de respect de l'autorité, etc. De rigueur surtout. Oui, lorsque vous dites ça, vous avez parlé de l'extension du port. Nous prenons l'exemple du bassin de Radoub, qui est l'un des bassins de Radoub les plus performants. C'est la plus belle forme de bassin de la Caraïbe. Bon. Et aujourd'hui, pour trouver un soudeur, grosse difficulté. Nous n'avons pas anticipé sur le départ de tous les anciens soudeurs qui étaient là-bas. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas faute de l'avoir signalé, ce n'est pas faute d'avoir dit il y aura 2 ans de travaux pour remettre le bassin en état. Pendant ces 2 ans, il faut former des jeunes martiniquaises et des jeunes martiniquais à la soudure spécifique marine, et que la solution idéale serait de les envoyer en formation à l'extérieur, parce qu'on ne pourra pas monter un plateau technique pour former 30 soudeurs. Et qu'il y avait un dispositif, et il existe une structure, l'ADOM, dont j'ai assuré la présidence pendant 6 ans, qui pouvait assurer ces formations. Le choix a été fait, ou le non-choix a été fait, de dire on fera nous-mêmes chez nous, le centre de formation. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de soudeurs. Il n'y a plus de soudeurs. On a vu, il a fallu faire un pipeline entre le port de Fort-de-France et la Sahara. C'était que des soudeurs étrangers qui étaient là. Oui, non, mais là, vous reposez une question qui est essentielle, qui est la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Si on s'arrête tous et qu'on fait des choix, on dit on va devoir investir en énergie renouvelable. À terme, il nous faudra des spécialistes capables de gérer le câblage et autres. Le câblage, capable d'assurer la maintenance des éoliennes, même si ça peut être sujet à discussion. Des équipes capables de monter et de déposer des panneaux photovoltaïques. On pourra dire à nos jeunes, ben voilà, le territoire a fait ce choix-là, nous aurons besoin à 5 ans, à 10 ans, à 8 ans, de tant de personnes. Les jeunes pourront aller se former. Le territoire fait le choix, en matière touristique, de s'orienter à côté d'un tourisme patrimonial, d'un tourisme vert. Quels sont les sentiers qu'on va rénover? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut pour rénover les sentiers? Combien de personnes il faudra pour les entretenir? Parce qu'il faut aussi prévoir des métiers pour ceux qui n'ont pas envie de faire des études longues ou qui n'ont pas les capacités de faire des études longues. Donc il faut poser les questions et en fonction des choix qui sont faits, mettre en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On n'arrive pas à le faire. On l'annonce tous les jours, j'entends dire qu'on va lancer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'État en a fait une petite partie sur l'économie bleue. Mais ça m'amène à parler d'économie bleue. Qu'est-ce qu'on veut en matière d'économie bleue? Est-ce qu'on met en place des fermes aquacoles? Comment on les finance? Comment on les aide à monter en gamme? Et tous ces sujets, on ne les traite pas. Et donc, les jeunes, ils ne savent pas trop quelles études faire. Alors, mais ils font en fonction de leur goût.
Et des fois, leur goût ne leur permet pas de revenir ici. Nous avons des... Alors, je respecte ceux qui n'ont pas envie de revenir, hein, qui par choix décident d'être ingénieurs nucléaires, mais ils savent qu'ils ne reviendront pas ici. Mais c'est un choix que je respecte. Mais nombre d'entre eux choisissent des formations parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont une vague idée, mais sans savoir si le territoire aura besoin, parce que le territoire ne leur a pas dit de quoi il a besoin. Comment c'est formé et financé tous ces apprentissages que vous lancez, vos chambres de commerce? Aujourd'hui, c'est un coût contrat par apprenti, et le coût contrat par apprenti est versé par l'OPCO, un organisme collecteur, et donc il n'y a plus de financement de la collectivité. Alors, de financement direct ou bien? De financement direct. La loi n'interdit pas à la collectivité de participer. Mais la loi lui a enlevé la compétence apprentissage. La collectivité territoriale de Martinique ne finance pas les CFA en direct. Alors, il y a eu des exceptions pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais nous, à la Chambre de commerce, seuls les apprentis sont financés par le CNFPT. La collectivité ne participe plus au financement de l'apprentissage, quand bien même elle reçoit au titre d'un fonds de péréquation des sommes de l'État pour l'apprentissage. C'est un manque à gagner pour la Chambre. Ah, clairement, c'est une difficulté. Et je vais plus loin. Aujourd'hui, quand nous avions besoin de 50 personnes formées, nous pouvions ouvrir 3 formations de 15 ou de 20. Aujourd'hui, nous faisons les calculs financiers. À moins de 30, ce n'est pas rentable, donc on ne l'ouvre pas. Et donc, même si le territoire a besoin de 30, on pourrait former sur 3 ans, on ne peut pas ouvrir une formation pour une année. Donc, on ne le fait plus. À l'époque, quand l'apprentissage était financé par le conseil régional, en accord avec la collectivité régionale, on ouvrait des formations en disant il y a 60 personnes à former, le besoin du territoire c'est 60, on va en former 80 puisque tout le monde ne réussira pas, ou certains changeront de voie, certains abandonneront, on va en former 80, et une fois que ces 80 sont formés, on va fermer la formation. Mais on va les former sur 3 ans. Donc on fera des cohortes de 25, entre 25 et 30. Aujourd'hui, si c'est pas rentable, malheureusement, on n'ouvre plus. Et donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? S'ils veulent faire ça, ils partent le faire ailleurs. Et quand ils partent, ils ne reviennent pas. Et ils font les enfants ailleurs, après on nous dit que nous diminuons en population. Très, très clairement. Et là aussi, une concertation, un échange avec la collectivité devrait nous permettre d'avancer là-dessus. J'espère qu'ils nous écoutent. J'espère qu'ils nous écoutent et j'espère surtout qu'ils comprennent. Mais on ne peut pas continuer comme ça en permanence. On ne peut pas avoir autant de possibilités, autant de financements disponibles et que la Martinique recule comme elle recule. Je répète, même si ça ne plaira pas, que ce n'est pas un problème d'argent, le territoire. Non, c'est un problème d'homme. Puisqu'on va renvoyer une partie des fonds européens. Oui, un problème d'homme. Je ne donnerai pas de montant, mais on va renvoyer une partie des fonds européens. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Mais c'est malheureux parce qu'il y a plein de projets qui auraient pu émerger, plein de projets qui auraient pu être financés et qu'on n'a pas financés. Parce qu'on a trop de lourdeur administrative, parce qu'on met en plus des demandes de l'Europe pour éviter d'être pénalisé lors des contrôles de l'Europe, on met ceinture et bretelles, alors que ceinture suffirait. On a une surtransposition des demandes de l'Europe dans nos propres documents opérationnels pour le montage des opérations. Donc on est vraiment... des fois, on se donne le bâton pour se faire battre. Et donc il faut, là aussi, rechercher à tout prix l'efficacité et l'efficience. Toutes les mesures qu'on doit prendre, elles doivent être mesurées à l'aune de leur efficacité. Et pas seulement des mesures pour embêter les gens, pour ne pas aller vite, etc. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un dossier de subvention européenne prenne tant de temps. De point de vue pratique, aujourd'hui, sauf si ça a été mis en place la semaine dernière, et ça m'a échappé, le DOMO, le document opérationnel pour les fonds européens, n'est toujours pas disponible. Toutes les régions d'outre-mer ont déjà mis en place leur DOMO. Je ne sais pas pourquoi ce DOMO était jusqu'à une quinzaine de jours toujours pas disponible en Martinique.
Nous sommes en mars 2024 et je rappelle qu'il s'agit de la programmation 21-27. Hein. La Martinique a une obésité du retard administratif. Et comment s'en défaire, c'est pas simple. Là, nous sommes français. Sur ce point-là, nous sommes très français. Mais des fois, on a nos travers, français, on a rajouté les travers des Français. Plus français que le français. Malheureusement, c'est ça la lourdeur de la chose. Président, nous apprenons l'anglais. Bon l'anglais. Vous parlez l'anglais, mais... Mais nous gagnons l'anglais quand même. Même si pas de l'anglais, là, je parle, nous gagnons l'anglais quand même. On voit la Martinique. Et finalement, on s'interroge. A-t-on le droit de partir dans la grande prairie sans voir le début de tout ce qu'on voit là, tout ce pour lequel on milite? C'est quoi la grande prairie? Dans l'au-delà. Mais encore. Pas dans l'Odyssée, dans l'au-delà. À l'Odyssée, c'est un sujet aussi. Hein? Ça, c'est un sujet, un gros sujet. La Martinique, c'est un sujet. C'est un sujet où on rencontre beaucoup de crocodiles. Grande gueule, petit bras. On n'avance pas avec ça. Qu'est-ce qui empêche à la Martinique de réunir tout son panel intellectuel qui est là? Y compris la diaspora. Hein, parce que nous avons des Martiniquais très brillants qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Australie, qui sont partout dans le monde. Hein. Moi, je pense à 2 Martiniquais qui sont en Afrique du Sud qui ont une vision internationale du développement, Olivier Laouché et José-Jacques Gustave. Mais il y en a plein d'autres partout dans le monde. Dans le monde entier, en tous les Martiniquais. Ils sont en capacité de nous faire avancer. On a raté un certain nombre de virages. Espérons que nous donnons les moyens de ne pas rater le virage de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose d'exceptionnel là-dessus, avec tous les cerveaux que nous avons, ici et ailleurs, tous les cerveaux martiniquais? On pourrait travailler ce sujet-là. Et de façon plus proche et plus prosaïque, il y a un autre sujet à traiter prochainement. Les premiers panneaux photovoltaïques, ils sont de la Caraïbe, puisqu'on a tous commencé en même temps, seront obsolètes. Il faudra les démonter et les rénover. Et je pense que c'est le premier qui va réfléchir à la question, qui va mettre en place l'unité de retraitement, qui fera de la recherche et développement là-dessus, qui va réussir. Alors il y a quelques sujets à régler, notamment le transport de déchets, entre guillemets, dans la mer des Caraïbes, qui devra être négocié et étudié, mais on peut réfléchir à ces choses-là. Ou alors avoir le savoir-faire ici et puis le déployer dans la Caraïbe. On a des jeunes entreprises martiniquaises qui ont des grands projets. Il y a un jeune martiniquais, ingénieur brillant, qui travaille sur à partir de la bagasse, qui fait des matériaux d'isolation. Moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est qu'il puisse développer son projet ici. Mais il n'y a pas en Martinique de fonds d'amorçage et de fonds de développement. On a la valorisation des déchets. Non, mais on n'a pas de fonds d'amorçage et de fonds de développement. Alors, puis il y a aussi un reproche que je peux faire aux entrepreneurs martiniquais, c'est que les plus grands d'entre eux, qui ont bien réussi, ne se sont pas suffisamment préoccupés de ces métiers émergents et de ces entreprises, des activités nouvelles, et ne font pas d'investissement dans ces startups et n'accompagnent pas suffisamment ces startups. Mais il faut travailler à l'émergence de nouveaux métiers, parce que le monde change et les métiers vont changer. Il faut travailler à l'accompagnement des entreprises locales dans l'innovation. Il y a des choses qui sont faites, je ne dis pas que rien n'est fait, hein. La collectivité a une réflexion là-dessus, mais il faut qu'on aille plus loin, et les nombreuses entreprises qui sont dans ces secteurs innovants se heurtent à l'impossibilité pour elles de lever des fonds en Martinique et d'avoir des fonds propres suffisants pour développer leurs projets. Et après, quand ils sont happés par un autre territoire, on pleure. Mais on n'a pas mis en place, alors qu'on aurait pu le faire, le fonds d'amorçage Martinique, Guadeloupe, Guyane.
pour avoir une taille critique, par exemple. Là aussi, sans le stimulus, on n'avance pas. Clairement. Et comme très souvent, l'artisan, l'entreprise martiniquaise sert le banquier aux collectivités, oui, mais c'est grave. Mais je pense qu'il faut régler ce problème de délai de paiement, il faut y travailler, mais il faut rester positif et se dire qu'il y a quand même chez nous beaucoup de jeunes qui ont des idées géniales, beaucoup de jeunes brillants, beaucoup de jeunes talents qui sont dans l'entrepreneuriat et qu'il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on les accompagne en mobilisant de l'argent public, mais aussi de l'argent privé. Et là, je peux lancer un appel aux chefs d'entreprise, aux plus grands d'entre eux, dire, écoutez, soyez acteurs, co-acteurs du développement du territoire en aidant ces jeunes. Il y aura de la casse, hein. Tous les projets n'iront pas au bout, mais il y a une part de risque à prendre. Si on veut que notre territoire se développe, il faut de l'innovation et il faut accompagner cette innovation, y compris avec de l'argent privé. Et aussi, il y a les collectivités qui peuvent être cautions. Oui, non, mais je dis, on aurait pu mettre un fonds d'investissement territorial avec des fonds européens, c'était possible. Hein, ça s'est pas fait. La dernière fois que j'ai rencontré le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, il m'a indiqué que le conseiller territorial Alexandre Montado était en charge de ce sujet et que nous aurions des nouvelles le premier trimestre 2024. Le premier trimestre n'est pas terminé, donc j'attends. On attend. Mais assez souvent, ça met le cadre d'y aller, pas ça le cadre d'y aller. Président, ça a été un grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir. Nos téléspectateurs ont bien écouté, bien compris. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Ma conclusion, c'est de dire qu'il y a un potentiel fort à la Martinique. Il faut le mobiliser. Et pour le mobiliser, il faut que nous soyons tous, collectivement, acteurs socio-économiques, acteurs économiques, acteurs politiques, ensemble, pour choisir le développement que nous voulons, vers quoi nous voulons amener la Martinique. Et je veux rappeler que les changements de modèle économique ne se décrètent pas, ils se construisent. Et mieux encore, ils se co-construisent. Et si on veut une Martinique plus solidaire, plus efficace, plus accueillante, plus attirante pour nos jeunes, il faut qu'on soit ensemble à travailler à tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, qu'il s'agisse d'éducation, de formation, de développement économique, avec, et j'insiste là-dessus, la prise en compte de la pauvreté très grande et croissante à la Martinique. Donc ce sont des sujets qui doivent nous amener à travailler ensemble. Et si j'ai un mot de conclusion, c'est celui-ci. Ensemble, nous serons plus forts que les têtes, que les épaules. Président, nous connaissons certaines formules de chez nous. Regardons comment un tango, ça se danse à deux. Maintenant, lorsque nous regardons l'élément phare de chez nous qu'il faut faire disparaître une fois pour toutes, c'est le fanchou. Quand on aura atteint ça, on sera tranquille. Ouais. Et puis il y a une autre formule mathématique, vous qui êtes expert comptable. Si je vous dis 2, ou 10 martiniquais, plus 10 martiniquais, ça donne quoi? Alors ça ne fait pas 20. Ça donne 20 divisions. Ouais. Et tant qu'on n'a pas compris qu'il faut faire taire la division, on n'avancera pas. En tout cas, merci encore et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Thank you.